Miroir des sports, du football, du vélo, de la course automobile, et puis j'en oublie, du rugby, tiens, et puis du handball bien sûr avec nos invités. Julie Goyorani avec nous. Bonsoir Julie. Ça nous fait toujours plaisir de vous avoir, ça nous fait également plaisir d'avoir votre président Olivier Gébelin. Un président souriant quand même. Oui. Ouais. Un peu. Souriant quand même. Alors il est souriant parce que Julie Goyorani reprend l'entraînement ce soir. Ouais. Voilà. Mais pas que pour ça, finalement, il n'est pas si mécontent de la prestation de ses filles. C'était vendredi soir dernier, avec ce 16e de finale, retour de Coupe d'Europe. EHF, on va essayer de le dire dans l'ordre, face au Elda Prestigio. Ça s'était moyennement passé à l'aller. Ça s'est un petit peu mieux passé au retour, mais décidément, l'obstacle était beaucoup trop haut. Résumé. 12 buts de retard après le match aller. Une absence supplémentaire et pas des moindres dans la personne de Jenny Florin, pièce maîtresse de l'attaque nîmoise. Autant dire que pour ce match retour de 16e de finale de Coupe d'Europe EHF, l'ambition affichée par le staff du HBCN consistait surtout à profiter de cette dernière soirée européenne de la saison pour se faire plaisir et montrer au public que les joueuses avaient, selon les mots du président Gébelin, de la fierté et du courage. L'entame du match est équilibrée, mais on sent rapidement qu'il n'y aura pas de miracle. Même si Nathalie Macra marque la première, la réplique est immédiate. Les Nîmoises tiennent le score, les 5 premières minutes, un peu comme au match aller où elles avaient mené 5-3, mais en face c'est du très solide. Niki Ouba oppose une belle résistance, mais Oana Soit, maître artificier d'Elda, ajuste dans toutes les positions. Les Espagnols peuvent aussi compter sur Marija Popovic, ou encore sur Cruz Vidal, ou à nouveau sur Oana Soit. Elda se détache, 8-13 à la 16e minute. On va jouer sur les courses d'arrière et sur les renversements. Si on reste dans l'axe, on peut en mettre, mais c'est difficile. Par contre, si on fait des rentrées des ailières, renversement à l'opposé, on va faire que toi tu rentres. Manuela Elie redonne morale et tactique à ses troupes. Mais la mi-temps est bouclée avec un retard de 5 buts. La deuxième période voit les Nîmoises s'accrocher, revenir même à 3 buts, 15 à 18 à la 33e. Mais cette embellie ne dure pas. La machine espagnole est trop bien huilée pour dérailler. Les Nîmoises souffrent en défense et peinent en attaque. L'écart maximal sera de 6 buts avant que les filles de Manuela Elie se remettent à grignoter leur retard. Fière et courageuse, a dit le président. Elles le démontrent sur leur parquet du Parnasse. Chloé Bulleux, Delphine Cara, Priscilla Marchal, la jeune garde se rebiffe. Les anciennes s'arrachent pour revenir à 28-30 à 2 minutes de la fin. Le public se prend même à rêver d'une victoire ou d'un match nul. Pourtant, Anna Rodriguez et les siennes resteront intraitables jusqu'au bout. 29-32, score final. Adieu l'Europe, mais pour cette année seulement. Julie, est-ce qu'on a vu le même match? Oui. oui, un peu déçu du résultat, mais bon, je pense qu'on est tombé contre une équipe qui était plus forte que nous, donc sans regret. Hein. Président? Oui, enfin, moi je suis, comme vous l'avez dit, je suis fier effectivement de nos joueuses. Je suis aussi fier de ce public. Quand même, nous avions pris 12 buts à l'extérieur et malgré tout on est arrivé à mettre plus de 1000 personnes dans le Parnasse pour une compétition où le résultat s'annonçait déjà écrit d'avance. Ce public qui a réagi et dont on a nos jeunes qui ont été parfaites, mais bon, nos jeunes ont aussi été encadrés par des plus anciennes et c'est cet amalgame qui vraiment est très encourageant pour la suite. Vous parlez de suite, effectivement, moi je suis très optimiste. On va y revenir sur la suite. On va rester donc sur le parquet vendredi soir avec 2 réactions. Parmi d'autres, j'ai retenu celle-là, celle de Fanny Bosque, qui me chambre un petit peu sur ma question. Vous allez voir, elle a raison. Et puis Chloé Bulleux, également, un peu comme cet assortiment, vous avez dit, de plus ancienne, parce que c'est toujours difficile de parler d'ancienne en sport. Elle a 27 ans peut-être, Fanny Bosque, 28 ans. 28, oui. 28, ça fait pas bien beaucoup. Chloé Bulleux, un petit peu moins, évidemment, elle doit avoir 20 ans. 17. 17, vous voyez, comme quoi, 18 ans. Voilà. On les écoute toutes les deux. Bon, qu'est-ce qu'il a manqué encore ce soir? Elles étaient prenables sur les 10 dernières minutes. Ah ouais, vous croyez qu'elles étaient prenables? Moi, j'ai l'impression qu'on a beaucoup couru, beaucoup donné. Je crois qu'on s'est donné vraiment au maximum ce soir, qu'on a tout fait pour
pour opposer une équipe digne à cette belle équipe espagnole. Par exemple, il y a une Brésilienne, la demi-centre, qui a très peu joué ce soir, qui nous a fait très mal la semaine dernière. Je ne sais pas si on peut l'expliquer comme ça, mais je pense qu'on avait à cœur de vraiment tout donner pour qu'il y ait un joli spectacle ce soir. Des regrets ou pas? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je reste vraiment sur mon impression du match aller. C'est une très belle équipe. Je me répète, mais on avait vraiment à cœur d'opposer une belle résistance. Je crois qu'on a réussi, donc pas de regrets, non. Chloé, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces 2 matchs, de l'expérience emmagasinée pour plus tard surtout? Oui, on a vu dans le premier match qu'on s'est pris 12 buts au premier match et on a montré un beau visage aujourd'hui parce qu'on s'est battu jusqu'au bout. Même si on perd le match, je pense que c'est une très bonne équipe d'Elda, mais que nous on a montré nos vraies valeurs et je suis contente de ça. On a prouvé qu'on pouvait toujours bien jouer malgré qu'il y ait peu d'enjeux à la fin. À la fin, ça se joue sur quoi? Vous espériez quand même remonter, accrocher le match nul quand même? C'est sûr qu'on aurait pu gagner, mais bon, on a fait quelques erreurs tout au long du match qui ont fait qu'on est à -3 ce soir. Mais ça reste quand même un match avec de la hargne, on a joué avec les tripes et même si la victoire elle n'est pas là, on garde le sourire. Bravo, merci beaucoup. Bravo encore à Chloé Bulleux qui nous a régalé vendredi soir, comme elle a su le faire en d'autres circonstances. 18 ans. 18 ans. C'est une des plus jeunes sur le parquet. Et Manuela Elie plutôt satisfaite de son équipe. On va l'écouter, même si forcément c'est une gagneuse. Manuela, elle aurait aimé se qualifier. Impossible contre une telle équipe, mais bon, contre mauvaise fortune, on fait bon cœur. Manu, il aurait fallu jouer les 2 matchs comme les 10 dernières minutes, c'est ça? C'est vrai, les 10 dernières minutes, parce qu'on savait que c'est nos 10 dernières minutes d'une coupe EHF. Cette saison, on l'a vécu à fond et ça, je le remercie aux filles parce qu'elles l'ont fait, elles ont joué le jeu. On sort de ce match-là sans rien se reprocher parce qu'elles ont tenu un match entier. Les jeunes, elles ont tenu leur place et elles ont emmené cet enthousiasme-là. Je veux encore remercier ce public-là qui était encore formidable et qui nous a soutenus, même si le résultat il n'a pas été dans notre faveur. Il a manqué aussi Jenny Florin en plus ce soir, donc décidément que des absences. En plus de tous les blessés, c'est vrai que ce soir, il y a Yenny qui ne s'est pas retrouvée parmi nous. Je peux lui dire qu'on lui a dédié ce match parce que sans elle, c'est encore plus difficile. Mais les filles, elles étaient là ce soir et c'est le plus important. Voilà, des filles qui n'ont rien lâché. Vous allez voir que vous avez également droit à un hommage de votre adversaire du soir. Elle s'appelle Diana Box Alonso. C'est la coach de cette équipe Delta Prestigio. Elle est née en France, donc elle a un français tout à fait intéressant, matinée d'expression espagnole. On écoute le coach d'Elda rendre hommage à Manuela et à ses filles. Ça a été un match que Nîmes, en plus avec la dernière blessure de Fleurine, je crois qu'il avait des problèmes sérieux. Mais enfin, je crois qu'il a essayé de jouer à son jeu, à défendre très fort, à courir beaucoup et à faire que nous, on devait travailler pour gagner le match. Non, nous, on venait avec une mentalité absolument de respect à l'équipe contraire parce qu'à la fin, c'est 60 minutes de match et tu dois jouer. Et on avait une différence de 12 goals, mais l'expérience aussi nous dit qu'il ne faut pas avoir des confiances parce que tu peux perdre de 12, de 10, de 8, de n'importe quel résultat. Alors il faut travailler les 60 minutes. Je crois que mon équipe, il a essayé, il a fait ça, il a pas pensé en la différence de goals, il a voulu aussi gagner le match. Et bon, je crois qu'à la fin, on a plus de joueurs, on a plus de rotation, on a une équipe que dans ce moment, il est plus comme... Oui, voilà. Mais vraiment, Nîmes, j'aime bien aimer son esprit, son courage, sa volonté. Et je crois que quand il récupère ses joueurs importants, vraiment, aussi, ils seraient dans l'équipe en ce moment, on aurait eu beaucoup de problèmes. De toute façon, je veux le dire à Manuela qu'il a une très bonne équipe et puis qu'ils doivent avoir beaucoup de chance pour cette année dans la Ligue ici en France.
Voilà, la Ligue en France, voilà. Beaucoup de chance cette année à venir. Elle dit beaucoup de choses finalement. Elle pourrait être présidente du HBCN, cette coach-là, non? Moi, pas parler espagnol comme elle parlait français. Donc elle revient sur toutes ces absences. Alors déjà, on a avec nous Julie Goyorani. Vous reprenez l'entraînement. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça y est, enfin, ouais. Depuis mercredi, j'ai l'autorisation de reprendre le handball complètement. Donc, enfin, au bout de 7 mois, ça fait plaisir. Donc, je suis contente. On va voir ce que ça donne après, parce que je ne sais pas si je vais avoir un peu de douleur ou pas, mais bon, je pense que ça devrait aller. Donc, j'espère reprendre les matchs dans 1 mois, 1 mois et demi. Et voilà, et être prête pour janvier avec la Division 1. Donc peut-être dans l'équipe réserve en décembre, c'est ça? Voilà. Oui, c'est un peu l'objectif. C'est le tableau de marche. Voilà. C'est mon objectif. Que tout aille bien. Sachant, donc Olivier Géblin, qu'il y a également Gisèle Donguet, dont on attend le retour en janvier. Voilà, en ce moment, on fournit beaucoup à Cap-Breton, puisque Gisèle Donguet et Mariama Signaté sont en récupération là-bas, une pour son genou, l'autre pour son tendon d'Achille. Et toutes les deux sont attendues pour janvier, c'est ça ou... On espère effectivement que toute l'équipe sera complète à partir du mois de janvier, où on va avoir tous les matchs retour à faire entre le mois de janvier et le mois de mars, avec entrecoupé de Coupe de France. Et sachant que cette année, la compétition est en 2 phases. Juste un mot avant qu'on revienne sur la compétition. Jenny Florin, donc absente vendredi soir. Non, Jenny Florin, c'est une parenthèse. Je pense qu'on peut lui donner rendez-vous mercredi. Elle sera déjà là mercredi. Oui, mercredi. Donc c'était pas trop grave. Donc ça c'est bien, déjà. C'est une artificière de retour, ça c'est important. Alors, les objectifs maintenant, désormais? Les objectifs, je crois que c'est l'équipe qui se les fixe, les objectifs. Et de ce côté-là... Entre vous, vous dites quoi, les filles, quand on a goûté à l'Europe, à ce niveau-là quand on a déjà battu Metz à la maison? L'objectif, c'est de finir, de faire mieux que l'année dernière. C'est-à-dire, on a fait le 3e, donc de finir vraiment en haut du tableau, puisque bon, déjà, maintenant, au niveau de la Coupe d'Europe, on n'a plus... c'est fini, donc bon, c'est une page qui est tournée. Maintenant, on va voir aussi avec la Coupe de France, Coupe de la Ligue, enfin... Il y a 3 compétitions encore, hein, donc cette Coupe de la Ligue, qui réunit que ces équipes de Ligue 1, hein, professionnelles, et puis la Coupe de France, et ce championnat, avec quand même... c'est assez compliqué, ce championnat, hein, puisque vous jouez, mais après vous rejouez, c'est ça? Voilà, c'est ça. On joue... On va essayer d'expliquer. Normalement, ce qui est compliqué, c'est le rugby, mais il y a presque aussi compliqué maintenant, c'est le handball. Non, c'est relativement simple. On a une première phase, puisqu'il n'y a que 10 équipes, où il y a un classement qui va être établi. À la fin de ce classement, les 2 premiers sont qualifiés pour des demi-finales automatiquement. Les 3e au 6e sont qualifiés pour un quart de finale en aller-retour. Et donc après, ça se finit comme une coupe. Quart de finale, demi-finale et finale. Et le vainqueur de la finale est champion de France. Ce qui est compliqué, c'est les attributions de Coupe d'Europe. Je ne vais pas me lancer dans les explications ce soir. Donc si on est dans les 2 premiers, on est certain d'être européen déjà. Une demi-finale. J'en perds mon micro. Je vais récupérer tout ça. Voilà. Ça y est, ça c'est fait. Et on est forcément en Coupe d'Europe. Et on est forcément européen. Parce que les vainqueurs des 2 coupes sont aussi susceptibles d'être qualifiés. Le vainqueur de la Coupe de France est qualifié d'office, ou le finaliste de la Coupe de France est qualifié d'office, et le vainqueur de la Coupe de la Ligue est qualifié pour la Challenge Cup. Maintenant, si le vainqueur de la Coupe de France est aussi le champion de France, le finaliste perd tout. Ce championnat de France, parce que la compétition la plus importante quand on est compétiteur, quand on dirige un club, c'est son championnat national. Est-ce que c'est inaccessible cette année encore? Cette année, avec la formule coupe, un peu, hein, qui se présage, enfin qui est organisée, qui se dessine pour la fin, donc après la phase régulière, on peut dire que tout est possible. On peut dire que tout est possible parce que ça va se jouer sur 6 matchs en fait, par élimination directe. Et si on peut espérer effectivement gagner le titre. Mais bon, encore une fois, on ne va pas s'enflammer là-dessus. Je crois que les filles ont eu la raison de dire on veut gagner un titre national parce qu'elles ont gagné 2 titres européens et elles ont envie d'avoir aussi cet honneur. Le club aussi a envie de l'avoir. C'est pour ça qu'on est candidat pour l'organisation de la Coupe de la Ligue au mois d'avril aussi.
parce qu'on se dit qu'à gagner un titre, autant essayer de le faire devant son public. Ça nous avait déjà réussi il y a quelques années quand on avait joué des barrages pour monter en première division, donc pourquoi ne pas répéter l'histoire. Le championnat, la conséquence du championnat, derrière c'est la Champions League, et ce sont quand même des... Et là, ce sont encore des moyens. C'est encore une autre histoire. Donc là, c'est le président, il reprend sa casquette d'homme raisonnable, qu'il n'est pas toujours, tout le temps, on a des images, mais qu'il sait être parfois. Oui, d'accord. Alors, première étape pour cette deuxième phase de votre saison. Déjà, rapidement, mercredi, la réception de Mios. On va regarder au classement ce que ça donne, puisque Nîmes a quand même un petit peu perdu du terrain avec ses répétitions de matchs. Donc, Nîmes pointe à la 6e place, mais je crois qu'on a des matchs en retard, non? On est virtuellement 4e dans la mesure où on a, même si on perdait, je dis bien si on perdait avec un grand conditionnel contre Mios, on passerait devant Toulon. Puisque donc il y a un point pour match et donc on a un match en retard. Donc l'équipe de Mios, c'est du solide puisqu'elle fait partie du trio de tête. Avec Metz, Le Havre, elle vient un petit peu bousculer cette hiérarchie traditionnelle. Donc, à voir, mais c'est une équipe qui est prenable pour Nîmes. Oui, Julie dit oui. Oui. oui, je pense que c'est une équipe prenable. Après, c'est pas une équipe à prendre à la légère. Moi, je trouve que c'est vachement plus difficile de jouer contre Mios à Mios que chez nous parce que c'est particulier de jouer. Il y a un contexte particulier. Voilà, de jouer à Mios, c'est particulier. Et je pense qu'après, chez nous, c'est sûr que c'est pas un match facile, mais il est à notre portée, ça c'est sûr. Donc, ce sera mercredi soir à 20h30, donc très important, une grande soirée fin d'après-midi et grande soirée en bas, avec l'USAM en première partie, 18h, je ne vais pas dire de bêtises, 18h30 et 20h30. Le HBCN, donc avec des tarifs, etc., couplage, c'est très bien. Tiens, on va parler de l'USAM avec un résultat décevant. C'était samedi soir, l'USAM était en déplacement à Aurillac. L'occasion de continuer la marche en avant qui avait été réenclenchée il y a 2 matchs. Aurillac étant plutôt une équipe mal classée, c'est raté de peu pour les hommes de Laurent Puy-Ségur, 26-25, c'est assez rageant. Les autres résultats classiques, Montpellier 40-29. Ils ont encore gagné ce dimanche en Ligue des Champions. Dunkerque est allé l'emporter à Ivry. Je cherche Chambéry qui a gagné de justesse face à Cesson. 18-16. Cesson, c'est le promu, donc qui ne fait pas trop le malin avec Dijon. Et pourtant, ils ont failli aller accrocher Chambéry. 18-16, c'est un score à l'ancienne, ça, président? Oui. Presque autant de buts que Montpellier OM, que Marseille OM que Marseille, que OM OL hier soir. Effectivement, le foot rejoint le handball. Au classement, donc ça donne, c'est pas encore trop dramatique pour les Nîmois, 9e, qui s'était un petit peu arraché de la zone difficile, mais on voit Aurillac donc à 5 points. Le prochain match, ce sera la réception de Chambéry. Chambéry qui reste 2e, même si on a vu que Chambéry a beaucoup plus de mal cette année que les autres années. Ils seront très loin de Montpellier. Encore un mot de handball avec la D2, les Bouillarguaises qui avaient elles aussi fait un bon résultat chez elles la semaine dernière. Plus difficile à l'extérieur cette fois, c'était à domicile, pardon, face à ici les Moulineaux. Avec une défaite ici les Moulineaux, c'est du solide, on regarde ça au classement, puisque les banlieusardes sont 2e carrément. Bouillargues a du mal à sortir de la zone rouge. Voilà, pour le prochain match, ce sera à Mérignac. Mérignac qui est 5e, vous le voyez, derrière moi. Voilà, merci à tous les deux. Donc on se retrouve mercredi soir, on ne le dira jamais assez. Les matchs de hand, c'est à revoir sur Télémiroir, mais c'est à vivre en direct, en live, avec l'ambiance, avec la mascotte, avec les joueuses, très près des joueuses au Parnasse. Donc venez faire la fête avec nous mercredi soir pour la réception de Mios. Merci à tous les deux. Merci à vous. Restez avec nous. Dans un instant, on va parler, je ne sais pas encore, mais on va s'organiser. Peut-être course automobile. Il y avait le critérium des Cévennes. À tout de suite. C'est la rentrée. On met du rythme dans la déco chez Fly. On mixe le black and white et des couleurs flashy, le style manga et les prix bas. On joue les bons plans pour le premier studio et des notes techno pour la petite déco.
Avec des prix qui déménagent, c'est succès assuré. Allez, monte le style et baisse les prix. C'est la déco remix chez Fly. Pour la rentrée chez Fly, les lits grimpent et les prix baissent. Le lit surélevé en bain massif Stratus, 99 € seulement. Ça donne le ton. Avec les aménagements Arène, Esplanade, Feuchères, le bus en site propre et les allées Jaurès, nous allons vous rendre la ville belle et facile. Miroir des sports, deuxième partie avec du rugby essentiellement, mais également de la course auto et puis peut-être un petit peu de football. On y reviendra également en troisième partie. Une dernière information, handball. J'ai failli oublier ce communiqué envoyé aujourd'hui par le HBCN. Fanny Châtelet, Chloé Bulleux sont en sélection nationale jeune. Elles seront en Roumanie fin novembre avec l'équipe de France, donc à Brasov. Brasov, attention, il ne faut pas rigoler. C'est la ville de Manuela Ili. Voilà, également Mariama Signaté et Blandine Dansette sont, elles, appelées en équipe de France senior cette fois pour la préparation des championnats du monde. Vous savez, les championnats du monde chez les filles, ce sera du 5 au 20 décembre prochain. Avec moi sur ce plateau, Sébastien Gérard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un des ailiers du RCNG et il disputait donc la 6e journée de Fédéral 2. Ce dimanche à Kaufmann, réception de Sifour. Sifour, le dernier de la poule. Le RCNG, le premier de la poule. Je vous en dis pas plus, ça s'est pas passé comme on aurait pu l'imaginer. Olivier Michel. Il s'en est fallu de peu pour que les joueurs de Sifour créent hier la surprise au stade Kaufmann. La pénalité manquée dans les arrêts de jeu leur aurait permis de battre le RCNG d'un tout petit point au terme d'un match intantiné longué. Long déjà, comme l'attente qui a suivi la blessure et l'évacuation du buteur Michael Manchon, carrément mis KO dès la 10e minute. Et alors que nombre de supporters auraient parié à l'avant-match sur un bonus offensif pour Nîmes, classé premier de sa poule et qui rencontrait là le dernier, c'est contre toute attente Arnaud Vions de Sifour qui marque la première pénalité à la 23e minute. Les Nîmois reviennent au score juste avant la mi-temps par une pénalité de Simon Villaret. De retour des vestiaires, la physionomie du match change peu. L'équipe de Sifour ne permet pas à Nîmes de développer son jeu, tout comme d'ailleurs les décisions arbitrales qui ont quelque peu irrité le président. Pour être bien content, je suis bien content. Non pas par le courage de mes joueurs, mais par la façon dont le référé, monsieur l'arbitre d'Argelès, que j'aime beaucoup, a arbitré. C'est une calamité. À cela s'ajoutent de nombreuses maladresses de la part des Nîmois, avec des ballons perdus en touche et une circulation de balles réduite. Après s'être échangé quelques politesses qui vaudront un carton à chacune des équipes, il faudra attendre la 71e minute pour que Sébastien Gérard trouve finalement la faille et inscrive le seul et unique essai de la rencontre. Sifour réplique par une pénalité à la 77e minute, mais ratera la toute dernière, s'inclinant 6-8. C'est très bien pour nous. Si on aurait signé avant le coup d'envoi, on l'aurait pris de suite. Malheureusement, ça fait quand même 3 matchs qu'on perd dans les dernières secondes avec les buteurs. Bon, ça commence à venir, surtout qu'on s'était fait une promesse entre nous de s'aligner sur nos grosses équipes, parce que je pense que Nîmes, si ce n'est la grosse équipe de la poule, je pense qu'aujourd'hui, je suis très fier de mes joueurs. Et voilà quoi. Donc c'est pas une victoire pour nous, mais c'est pas loin. Un match à la logique inversée, avec des perdants pas mécontents et des vainqueurs plutôt insatisfaits. C'était un match compliqué. Je crois que déjà la première chose, moi il me semble qu'il faut rendre hommage à cette équipe de Sifour, qui est dernière actuellement, mais bon, qui a montré beaucoup de courage, de solidarité, qui nous a posé énormément de problèmes. Nous, je pense qu'il faut vite se remettre en question pour aborder les prochains matchs avec plus de sérieux et
Et je crois que j'espère que ça va nous faire du bien. On aurait pu perdre puisque si le numéro 10 met la pénalité, on perd ce match. Je crois que j'espère que ça va nous faire rebondir et nous faire surtout réagir pour les prochains matchs. Ils ont cassé le jeu, ils vous ont empêché de développer le vôtre. On va dire que c'était peut-être dans leur stratégie de casser le jeu. Maintenant, nous, je crois que ça n'était plus appliqué, notamment en touche. On a eu beaucoup de mauvais lancers et on n'a pas trop de ballons. Après, moi, je trouvais une équipe de Sifour qui a joué clairement sa chance. Et bon, le match 8-6, bon, je pense que même avec nos ballons en touche, on n'aurait pas gagné de beaucoup plus. Les Nîmois restent cependant premiers de leur poule avec 23 points. Prochain match ce dimanche 15 novembre. Ils se déplaceront à la Voulte, classé 7e avec 14 points. Rapidement, les résultats donc, de cette journée, la 6e avec les équipes qui sont en compétition avec vous, en tête, donc le CARF, on va essayer de le trouver, voilà, c'est tout en bas, 24-3, ça déroule. Carqueiranne, le suivant, 30-9, ça déroule. Et Grasse est allé dérouler également à Châteaurange, 30-12. Si on regarde au classement, c'est Nîmes avec son petit 8-6 qui a peiné face aux équipes de deuxième partie de ce classement. Mais Nîmes conserve donc, on le voit, cette première place. Sébastien Gérard, l'analyse de Jérémy Valls, te dire ça va nous être utile, une petite leçon d'humilité ce match? Ouais, tout à fait, c'est vrai que fallait pas qu'on se voit non plus arriver tout de suite. On avait déjà eu quelques déboires à Valence, ça nous avait bien remis en selle. Maintenant, là, c'est vrai que bon, on ne perd pas le match, mais c'est vrai que c'est un avertissement avant d'aller à la Voulte ce week-end, qui est 7e, je crois. Et c'est une équipe qui est toujours très dure à jouer sur ces terres. Donc voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas se croire arriver, on a encore beaucoup de travail. L'équipe a pêché un peu partout, j'ai l'impression, dans les commentaires, à la fois dans la conquête, les touches, également dans les passes, on l'a vu à l'image, sur les pénalités, c'était moyen. Ouais, voilà, ça a été une prestation moyenne partout, dans tous les domaines, comme vous le dites. Voilà, et pourtant on se sentait bien, je pense qu'on avait pris le match, on avait vraiment tous envie, mais bon, ça a été un jour sans. Et heureusement, on a su limiter la casse. Mais voilà. Le président qui râle contre l'arbitrage, non? Oui, mais ça c'est notre président qui est mythique. Et c'est vrai qu'en Fédéral 2, c'est une division un peu à part, il n'y a qu'un arbitre. Il est un peu seul, il faut l'aider. On l'a peut-être pas aidé parce que des fois on a tous des comportements, on a tous des personnalités qui sont assez fortes. Et là, l'arbitre des fois peut-être était un peu hors sujet, mais bon, c'est pas. Faut ça fait aussi partie du ça match. Fait complètement surtout, partie donc, du match. Savoir effectivement qu'il est tout seul. Donc, ouais, éventuellement, ce sont les équipes qui reçoivent qui peuvent fournir les juges de touche, c'est ça? Voilà, oui, exactement. C'est comme ça que ça se passe. Je sais que l'année dernière il le faisait. Particulier. Voilà. Et ressouder cette équipe, repartir de l'avant, c'est une équipe avec beaucoup de gens qui sont revenus, dont vous. Exactement. Les anciens Nîmois qui avaient fait quelques déplacements, alors soit dans les Bouches-du-Rhône, soit dans le Vaucluse, et qui est revenu à Nîmes. Cette mayonnaise, elle prend pas? Si, elle prend. Alors c'est sûr que reconstituer des groupes comme ça, c'est jamais évident, mais il n'empêche que là, on se connaît quand même tous ceux qui sont revenus, on se connaît depuis des années, et je pense que par rapport à ça, la mayonnaise va prendre. Vous pouvez vous dire des choses aussi là. Donc là, on voit que ça circule bien quand même. Oui, voilà. Non, mais il y a beaucoup d'intentions. Je pense que ça va venir. Il faut qu'on arrive encore à fluidifier le jeu, mais ça va bien se passer. Et les entraîneurs sont vraiment. Faut pas vous énerver, hein. Non, voilà. Faut pas s'énerver. Faut rester zen. et les entraîneurs sont très bien. Ils font en sorte d'avoir un schéma de jeu. Et je pense que tout le monde adhère. Et ça, c'est très important. Allez, le prochain match, on le rappelle, c'est quand? Ce sera à la Voulte? Voilà, c'est à la Voulte, c'est dimanche. Je crois que c'est dimanche 15h. Et le prochain match à Kaufmann? C'est une bonne question, je ne sais pas. Écoutez, on se renseignera et on vous le donnera bien sûr rapidement. Restez avec nous. La course automobile, ça vous plaît? Oui, bien sûr. Avec le 52e critérium des Cévennes, on va regarder ces images qui nous ont été envoyées grâce au concours de nos amis de Setel à Montpellier. Voilà, ça commence par du noir parce que ça s'est déroulé aussi la nuit. Ça fait partie des spécificités de cette course. Mythique, là encore, plus de 200 engagés, 3 jours de course. 8 ans après sa première victoire aux Cévennes, Jean-François Mourgue l'a remporté. Alors là, on voit la 207 WRC de Guillaume Canivinck, qui, lui, est le leader du championnat de France. Donc, il est arrivé deuxième à ce critérium derrière cet homme.
Jean-François Mourgue sur sa 307. Ce sont des WRC, donc c'est des voitures équivalentes de ce que l'on retrouve sur les championnats du monde, aux mains de garçons comme Sébastien Loeb. Et là, donc, sur les routes des Cévennes, Guillaume Canivinck et Jean-François Mourgue se sont tirés la bourre pendant ce critérium. C'est la bleue qui l'a emporté. Savoir que donc, Guillaume Canivinck, l'Aveyronais, joue lui le titre qui se décidera au Rallye du Var. Ce sera dans quelques semaines. Et donc, effectivement, à un moment donné, il a pu choisir de lever le pied. Voilà, pas trop d'incidents à noter pendant cette belle compétition. Juste un mot sur l'équipage Dumas et Fernandez qui étaient sur ce plateau la semaine dernière avec la Renault Mégane, vous vous rappelez, décorée télémiroir. Ils sont arrivés 65e sur 107 classés. Donc c'est un excellent résultat, surtout qu'ils finissent la course sans 7 classés sur plus de 200 au départ. Il y a eu beaucoup de casses et de dégâts. Voilà pour le critérium des Cévennes. On vous fera une sélection de ces meilleures images. C'est effectivement extrêmement spectaculaire à suivre. Attention, ne reproduisez pas ça le week-end prochain. Quelques résultats rapidement avec la nationale 3 des filles en basket qui ont perdu. C'était à Haille-de-Rousset, ne me demandez pas où c'est, ça doit être quelque part en Provence, 77 à 72 de peu. Elles sont toujours plutôt pas trop mal classées. 4e au classement, ça se passe beaucoup mieux que la saison dernière pour les Nîmoises du BCPN. Et puis en volleyball, après la défaite face à Gruissant la semaine dernière à la maison, les Nîmoises se sont refait la cerise à Gers. Là encore, ne me demandez pas des précisions géographiques, c'est quelque part un peu plus au nord. 3-7 à 2, c'est très bien puisque au classement, elles sont solidement installées à la 2e place, les Nîmoises. Voilà pour ces résultats, c'est important. On aura l'occasion de recevoir toutes ces jeunes femmes sur ce plateau très bientôt. On va ouvrir une page football tout de suite avec un sujet un peu plus différent de ce qu'on vous sert d'habitude. On parlera de la Ligue 2 dans un instant. Mais là, on va aller à Caveyrac où se déroulait un match entre l'AS Vonage et l'Olympique de Marseille. Alors, pas n'importe quel Olympique de Marseille. C'est ce qu'on appelle désormais les U19, les Under 19, les moins de 19 ans. Et c'est une des équipes de moins de 19 ans de l'Olympique de Marseille qui doit en avoir une pléthore. Mais en tout cas, cela était samedi après-midi à Caveyrac et Olivier Michel également. C'était si gentiment demandé qu'on ne pouvait pas refuser. OM Caveyrac, l'affiche a de quoi surprendre, et même s'il s'agissait là de l'équipe 3 de l'OM des moins de 19 ans qui joue au niveau district. Une initiative que l'on doit à l'entraîneur de Caveyrac, soucieux de motiver ses troupes, qui évoluent au plus bas niveau départemental et visent la montée en promotion. Alors c'est pour montrer aux joueurs un peu l'image d'un club très très sérieux, dans lequel les joueurs qui sont dans cette équipe-là doivent être sérieux et doivent être très très rigoureux dans le travail. Donc c'est pour eux, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour un joueur de rencontrer l'Olympique de Marseille quand on joue à la Vonage, ou même si on joue, je ne sais pas, à Vergès ou autre. Quant aux Marseillais, ils étaient eux aussi ravis de quitter la cité phocéenne. C'est très plaisant, surtout quand on sort de Marseille, c'est encore plus agréable. Parce qu'en général, on est mieux reçu qu'à Marseille, parce qu'il y a toujours la rivalité du club de la ville, du club pro, donc on aime bien venir un peu à l'extérieur. Une occasion rêvée de vérifier que la fierté d'être Marseillais n'attend pas le nombre des années. À 19 ans, on est aussi fier d'être Marseillais ? Toujours. Toujours. Depuis tout petit supporter de l'OM, donc franchement d'être au sein de l'équipe de l'OM, ça fait quelque chose. Ouais. Rien que d'intégrer déjà l'OM, c'est une fierté parce que voilà, l'OM c'est le club du cœur, c'est ça, hein. C'est tout. Ouais, toujours aussi fier d'être Marseillais, vous verrez à la fin du match les buts. Regarderez bien le ralenti, vous verrez. Pourquoi tu cours pas vite? Moi je cours pas vite. Avec un peu plus d'humilité mais une grande motivation, les jeunes de l'AS Vonage n'auraient pour rien au monde raté ce rendez-vous. C'est bien, c'est bien pour l'équipe. Hein. On est tous contents de jouer face à une équipe comme ça et on va faire le plus qu'on peut. Hein. Non, ça fait plaisir. Ça fait du bien pour le club aussi, pour l'image. Même si ce sont les moins de 19 ans, ça reste quand même une grosse équipe, l'OM, ça impressionne. Ouais, mais pas tant que ça parce que nous aussi on a du potentiel et on va le montrer maintenant. Et quand votre entraîneur vous a dit vous allez jouer contre l'OM, ça vous a fait quoi? Au début on ne le croyait pas, après on l'a cru et voilà. On est sur le terrain, on va essayer de faire le mieux possible. Merci.
Et le mieux pour Seri Salah eût été de marquer un but, ce qu'il fait en bon capitaine dès la 5e minute de jeu. Le public se met alors à rêver. Mais malgré un bon jeu construit où ils arrivent à faire remonter et circuler le ballon, les Caveracois baissent leur garde à la fin de la première mi-temps et encaissent 3 buts en 5 minutes. On ne les y reprendra pas dans la seconde mi-temps qu'ils domineront, un tir échouant même sur la barre. Mais le score restera inchangé, 3-1 pour l'OM et des souvenirs indélébiles pour les jeunes de l'AS Vaunage. Voilà, l'Olympique de Marseille qui s'est distingué hier soir à Lyon et que l'on retrouvera vendredi soir à Avignon contre la CR l'Avignon en match amical. On se rappelle que l'OM, les grands, étaient venus au Costières il n'y a pas si longtemps. Voilà, on va clore cette deuxième partie de Miroir des Sports. Merci Sébastien d'être venu jusqu'à nous et vous êtes le bienvenu sur ce plateau quand vous voulez lors d'un prochain match. La troisième partie de Miroir des Sports, on va parler football à nouveau mais également vélo. À tout de suite. CDE, confort, développement, énergie. Pompe à chaleur, solaire, photovoltaïque. Votre installateur privilégié CDE vous prend en charge de l'étude à la réalisation de votre projet. Pour tout besoin en solaire, pompe à chaleur ou photovoltaïque, contactez-nous pour une étude gratuite et personnalisée. CDE, c'est au 1325 avenue Maréchal Juin à Nîmes. Entre l'économie d'énergie, le crédit d'impôt, la TVA à 5,5 et nos études gratuites, n'hésitez plus. Du 7 au 17 octobre, la CCI de Nîmes organise le grand jeu Commerce en Fête. Gagnez une 107 Peugeot et plein d'autres cadeaux. Pour plus d'infos, www.commerceenfête-30.com. Vélo avec nos invités sur le plateau, ils sont magnifiques, regardez, ils sont 3 coureurs avec leur directeur sportif. Il y a à côté de moi, je vais essayer de ne pas me tromper, Robin, Romain, et puis Émilien, et puis Christian Gibelin. On avait Olivier Gébelin tout à l'heure, on a Christian Gibelin cette fois pour le Sprinter Vélo Club de Nîmes. Mais on va parler football. Hein, voilà, comme ça, c'est pour vous embrouiller un petit peu les jeunes. Hein, allez, c'est parti, rapidement. La Ligue 2, 14e journée, c'était vendredi soir. Nîmes Olympique était en déplacement à Clermont-Ferrand. La CR l'Avignon recevait le Havre. Résumé de Nîmes Olympique Clermont-Ferrand. D'habitude, quand on se déplace à Clermont-Ferrand, on ramène plutôt des champignons, des lentilles ou du fromage. Les Nîmois, ce soir-là, avaient plutôt décidé de ramener une victoire dans leur besace. Et pourtant, détrompez-vous, ce sont bien les Auvergnats qui sont en rouge et qui poussent en première mi-temps. Une pression des rouges trop stérile, cependant, pour inquiéter Nicolas Pudebois. Michael Fabre, de son côté, semblait tout aussi peu en danger que son homologue nîmois, tant les attaquants des deux équipes étaient maladroits. Cette première mi-temps semblait bien sous le signe de la maladresse. Et c'est sur un petit coup de billard que Jonathan Haïté débloqua le score à la 52e minute, marquant ainsi son 7e but et devenant le meilleur buteur nîmois. Bien sûr, Clermont poussait jusqu'au bout, mais Pudebois et sa défense restèrent intraitables, s'offrant ainsi une précieuse victoire qui leur permet de rester solidement ancrés à la 9e place, de bon augure avant de recevoir le leader camp dans 3 semaines au Costières. Réaction tout de suite après le match de Jean-Michel Cavalli, le coach des Nîmois, et également de Jonathan Haïté, le buteur, et Nicolas Pudebois, le gardien, deux des grands hommes de ce match. Une première mi-temps moyenne et une très grosse deuxième mi-temps, avec une maîtrise totale sur le plan technique, du réalisme. Je pense qu'on aurait pu mettre un but de plus. On a manqué à un moment donné de force pour pouvoir concrétiser cette victoire avec panache. C'était un match difficile, c'était pas un match facile. Le premier qui marquait prendrait l'emprise sur le second, on l'a bien vu. Satisfait du résultat, bien entendu, mais
il faut qu'on travaille encore pour tuer les matchs afin de moins souffrir en fin de match. Mais on avait mis l'accent sur le milieu de terrain ce soir, vous avez bien vu la tactique. On avait décidé de ne pas laisser respirer Kobo et Chaussilière. Et c'est ce qui a empêché justement Clermont-Ferrand, surtout en deuxième mi-temps, on l'a très bien fait, de pouvoir prendre le jeu en main. Et nous, on a été dominateurs là au milieu de terrain et c'est là où on a pris l'ascendant. Et puis bon, derrière on concrétise, mais c'est regrettable parce qu'on doit tuer le match avant. Une première mi-temps difficile parce qu'on a été pris en contre. Et les face-à-face, c'est jamais facile de les remporter. Là ce soir j'ai eu la chance de les remporter. Et c'est toute l'équipe qui a fait un gros match. On est très solide. Joe a fait le boulot en marquant le but et après nous derrière d'être solide, de ne pas en prendre. Donc c'est ça le football, c'est marquer un but plus que l'adversaire et quand on n'en prend pas c'est déjà plus facile pour gagner. C'était un match très difficile. Je pense qu'ils nous avaient bien étudié, ils avaient des consignes assez particulières. Donc il fallait créer beaucoup de mouvements pour pouvoir se démarquer du marquage. Parce que voilà, l'essentiel a été fait. On a eu des difficultés en première mi-temps. En seconde mi-temps, on est rentré avec d'autres intentions. On savait qu'il y avait la place ce soir. Donc voilà, on a mis en place notre jeu et puis ça a porté ses fruits. Le petit point noir de la soirée, c'est le carton rouge pour Saladin Sbahi qui paiera donc ce carton un petit peu plus tard, certainement de quelques matchs de suspension. On enchaîne avec l'ACR L'Avignon. Sur Nîmes, attention, rendez-vous demain soir, Croco Hebdo, bien sûr. On reviendra longuement sur ce match. L'ACR L'Avignon en pleine tourmente judiciaire. Vous vous rappelez la semaine dernière ces accusations relayées par le parquet de Marseille, accusation de trucage du match de l'année dernière. Cassie Arles, démenti catégorique apporté par notamment le président Jean-Marc Conrad de l'ACR L'Avignon. On écoute Michel Estevan juste après le match et cette belle victoire face au Havre. Oui, je suis content parce qu'on a pris 3 points de plus. Ça nous en fait 24, je crois, maintenant. On se rapproche des 42. Voilà. Après, tomber le Havre ou pas tomber le Havre, c'était une équipe très difficile à jouer. On l'a vu sur la fin. On a souffert, mais bon, on s'est arraché jusqu'au bout. Puis je pense qu'on a été quand même dans l'esprit héroïque parce qu'avec tout ce que l'on entend de partout, on nous salit de partout, on essaie de nous déstabiliser, surtout avant des grands matchs comme ça. Je pense pas qu'on le mérite et puis on a donné quand même la preuve qu'on pouvait nous taper dessus, qu'on était quand même solide. Voilà, on n'a rien à se reprocher, donc on va laisser faire les gens, puisqu'il y en a qui se régalent à nous taper dessus, à nous salir. Voilà, la preuve, on l'a donnée sur le terrain, on a montré qu'on était une équipe et une vraie équipe. C'est la preuve aussi que ça n'a pas déstabilisé le groupe ? Ça n'a pas déstabilisé le groupe, non, parce que bon, c'était vertueux à leur parler, mais bon, c'est vrai que c'est gênant. Des propos qui se tiennent comme ça à 48 heures de match, bon, apparemment des gens qui n'avaient pas le droit de parler qui parlent, tout ça, tout ce qui est entretenu, c'est gratuit quoi en fait, c'est gratuit. Voilà, on est des petits, on le sait, on nous le prouve tous les jours, voilà, on veut nous taper dessus n'importe comment, sur tout le monde, voilà, mais ça n'a pas déstabilisé. On n'était pas quand même serein, mais c'est gênant, croyez-moi que c'est gênant d'être sali. Et là, je parle au nom du club. On aura l'occasion de revenir sur tout ça demain soir dans ACR Hebdo. Rapidement, les résultats avec ces 2 belles victoires. C'est bien, attention ce soir, Nantes-Guingamp. Quand je cherche, le leader a été accroché à domicile par Tours. Et puis, il y a également le 4-3 de Vannes à Brest, voilà, c'est intéressant. Angers a battu Bastia, mais ça, c'est l'habitude. Au classement, donc les Nîmois sont bien installés à la 9e place. ACR remonte sur le podium. Attention, c'est avant le match de ce soir de Nantes. Voilà, à suivre des matchs amicaux vendredi prochain. Et puis la Coupe de France, il faudra attendre le 27 novembre prochain pour la 15e journée de championnat. Le Sprinter Vélo Club de Nîmes sont avec nous sur le plateau. On va peut-être voir le vélo. Un des vélos, et puis on va peut-être voir en image comment ça se passe. Un tournoi de cyclocross, surtout quand il est organisé à la Bastide. Voilà, il faisait beau, c'était dimanche. Et avec vous, donc, Christian Gibelin, qu'est-ce que c'est qu'un cyclocross ? C'est pas du vélo sur route, mais c'est pas encore du VTT, c'est ça ? Mais ce sont un peu des VTT quand même. Ça se situe entre les deux en fait. Si vous voulez, c'est une épreuve route qui se situe dans les champs, sur des chemins non goudronnés. Essentiellement non goudronnés. Il peut y avoir des parties goudronnées. Alors c'est pas trop accidenté. Alors c'est moins accidenté que sur le VTT. Dans
dans les épreuves de VTT, il y a beaucoup de cailloux, il y a souvent des sentiers monotraces, alors que généralement, sur un cyclocross, ce ne sont pas des sentiers. Donc on peut se dépasser, voilà, mais on doit pouvoir se dépasser plus facilement. Il faut quand même parfois mettre le vélo sur l'épaule. Hein. Voilà, donc il y a des zones qui sont accidentées avec des buts, avec des descentes qui sont un peu raides, avec des planches à sauter, avec des marches à monter à pied. Voilà, c'est ce qui caractérise le cyclocross. Émilien Castor, vous êtes espoir, vous, catégorie espoir, moins de 22 ans, ça veut dire que vous avez 19, 20, 21, 22 19 ans. 19 ans. Ça vous plaît, ça, ce type de compétition? Oui, c'est différent de la route. Votre spécialité, c'est la route, quand même? La route et la piste. Les coureurs qui sont là ont plutôt comme spécialité la route. Alors, il y a de vrais spécialistes de cyclocross, et à un niveau un peu élevé, ils ne font que ça. Et par contre, le cyclocross, souvent, c'est une activité complémentaire à la route, comme Émilien d'ailleurs, qui est un bon pistard, mais un bon routier aussi. Il fait ça de façon ludique l'hiver pour entretenir la condition. Mais alors, malgré tout, il fait de bonnes performances. Il fait de bonnes performances. On va écouter cette sélection d'interviews. Vous allez voir, les motivations sont extrêmement diverses et variées. Alors, c'est vous qui avez gagné hier. Hein? Bravo. Non, c'est pas vous. 4e. On voyait lever le bras, voilà. Non, c'était Romain. C'était Robert, pardon. Allez, tiens, on va voir en réaction nos coureurs. On les écoute au micro d'Olivier Michel. C'est parti. Alors pourquoi avoir choisi le cyclocross? J'étais à la route et ça permet de changer un peu de discipline. C'est bien parce que c'est dans les bois, enfin ouais, c'est dans la nature tout ça, c'est bien. Pour préparer la saison de route, l'été quoi. C'est bien de rouler, mais aussi ce que j'aime bien, c'est faire des sauts. Qu'il faut partir vite et rester tout le temps vite. Voilà. Mon père il en faisait déjà, donc j'en ai fait après. Parce que je faisais la route et ça continue avec le cyclocross l'hiver. Voilà. J'ai des copains qui en font et donc ils m'ont dit de venir voir comment ça se passait. Et donc je me suis trouvé un vélo d'occasion et puis c'est mon premier cyclocross. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien les planches, je sais pas, j'aime un peu tout. Il y a des beaux parcours. Moi c'est pour faire plaisir au club parce que je préfère la route que le cyclocross. C'est pas une discipline à part entière le cyclocross? Ah non, ça sert pour beaucoup d'autres sports, ça prépare le cœur et le physique quoi. C'est assez complémentaire au niveau de l'entraînement. Voilà, c'est assez complémentaire. On l'a vu, les motivations sont différentes, variées. Il y en a un qui dit « Oh, moi, j'aime pas trop ça, en fait. » Oui, c'est un petit jeune du club. C'est un de chez vous? Oh, il a un petit peu forcé la main, mais finalement, il a apprécié. Alors, on a reconnu, ils avaient des casques, Romain et Robin. Après la course, tout ça, finalement, vous êtes régalés tous les deux? Oui. Oui? Voilà, il faut que j'essaie de poser des questions plus ouvertes, parce que sinon, je vais avoir oui ou non. Qu'est-ce que vous trouvez au cyclocross? C'est génial parce que ça change de la route, parce que toute l'année entre janvier et août on fait que de la route, donc ça nous prépare à la saison et on s'éclate bien, ça nous change. Et vous aimeriez pas autant faire du VTT, là, les descentes un peu spectaculaires, tout ça? On aime bien, moi j'aime bien le VTT pour m'amuser, mais bon, en course c'est pas très intéressant parce que c'est que du technique et de la puissance qu'il faut, il n'y a aucune stratégie. Ils sont sérieux déjà, à cet âge-là? Oui, c'est assez impressionnant, les interviews, les réponses, là. Alors là, c'est... 12 ans, c'est ça, 13 ans. 13 ans et 10 ans. Ce sont les deux petits champions du club, donc ils ne sont pas représentatifs de la population que nous avons à l'école de cyclisme. Ce sont les deux meilleurs, alors voilà. Alors ils sont bons à la fois sur le vélo, et puis derrière, en interview, en stratégie, tout ça, bravo, formidable. Émilien, la prochaine compétition, c'est quoi? C'est mercredi, cyclocross. Cyclocross déjà mercredi. Vous arpentez la région à la recherche de toutes ces compétitions, c'est ça? Ouais, c'est en Provence, au Torgalan. Christian, votre club, le Vélo Sprinter Club, je vais le dire dans l'ordre de Nîmes, ça tourne bien? Oui, ça tourne bien. Nous avons 3 activités essentielles. Une école de cyclisme, dont nous avons les petits fleurons ici. Une école de cyclisme avec 37 petits enfants, adolescents de moins de 16 ans. Passionnés, on l'a vu. Voilà, donc certains qui sont très passionnés. Là, vous en avez 2 sur le plateau. On a une activité de cyclosportif, alors là, plus âgés, qui font des randonnées, qui font plus tranquille. Et puis on a une activité compétition avec des juniors et des seniors un peu plus âgés, qui là prennent un peu les choses au sérieux.
avec des ambitions. Bravo à tous les 4, bravo à ceux qui sont également devant moi sur ce plateau. Merci d'être venus jusqu'à nous. Merci à vous. On reviendra vous voir rapidement. Donnez-nous des infos sur vos prochaines compétitions. Voilà, on finit avec l'image de ce vélo. Merci encore à tous les 4. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la météo et pour le journal à suivre et également pour le rendez-vous politique. Corinne Giacometti pour le Parti Socialiste tout à l'heure.